Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Parler d'un grand écrivain qui s'est tu. Cela fait longtemps que Milan Kundera ne répond plus aux questions des journalistes. Cela fait longtemps également que Milan Kundera refuse de livrer des pans entiers de sa vie. Et c'est pourquoi, Florence Noiville, vous vous êtes livrée à une sorte d'enquête. Vous publiez Milan Kundera écrire, quelle drôle d'idée aux éditions Gallimard. Kundera, pour moi, cela évoque de merveilleux souvenirs. C'est pratiquement la découverte de la littérature lorsque j'étais adolescent. Justement, je me demande, Florence Noiville, si il n'y a pas aussi une question générationnelle chez Kundera. Oui, bien sûr, je vais vous répondre, Guillaume, mais d'abord, je voudrais réagir sur le mot d'enquête, si vous me permettez. Car en fait, ça n'est ni une enquête, ni une biographie. Et Kundera déteste les biographies, donc je me serais bien Il déteste aussi les enquêtes. Et il déteste aussi les enquêtes, vous avez tout à fait raison, je me serais bien gardée de suivre ce mouvement biographique. C'est plutôt un livre qui ressemble à un manteau d'arlequin, si on peut dire. Vous savez, ces morceaux d'étoffe qui sont cousus ensemble, qui ont des couleurs différentes, des formes différentes, des textiles différents. Alors là, vous trouverez en effet quelques éléments biographiques, mais de base, ceux que tout le monde connaît, aucun scoop. Attendez, parce que pour les jeunes qui nous écoutent, justement, on va rappeler qui est Kundera. On y reviendra en effet. Vous trouverez aussi, et notamment pour les jeunes, beaucoup d'extraits de ses œuvres que je voulais absolument donner à entendre, mais vous trouverez aussi des photos, des dessins, des souvenirs personnels, des morceaux de carnet de voyage sur ses traces, en Bohème ou en Moravie. Et c'est tout ça qui, cousu ensemble dans une sorte de patchwork que je ne saurais pas vraiment ranger dans un genre particulier, forme une espèce de grande étoffe dont on peut s'enrouler pour se réconforter et se réchauffer, parce que l'œuvre de Kundera aujourd'hui, c'est une œuvre qui réchauffe et qui aide à vivre, et c'est surtout ça que je voulais montrer. Milan Kundera est vivant, il est en France quelque part, il est aujourd'hui malade, Florence Noiville, mais lorsque je parlais d'enquête, c'est parce que Milan Kundera, depuis longtemps, ne se prête plus au jeu des interviews, refuse de donner des éléments biographiques, et d'ailleurs vous le racontez dans Milan Kundera écrire, quelle drôle d'idée, vous racontez à quel point, y compris lorsqu'on a accès à Milan Kundera et à son épouse Vera, qui est très importante à la fois dans votre livre, dans sa vie, dans son œuvre. Merveilleuse et très importante, Vera. Eh bien, vous rappelez à quel point ceux-ci refusent de dire le moindre élément biographique. Par exemple, la simple circonstance dans laquelle ils se sont rencontrés, cela doit demeurer secret. Pourquoi ce refus de la biographie chez Kundera ? Mais vous savez, Kundera est un être d'une grande élégance, et parmi ces élégances ultimes, il y a celle de la discrétion. Une vertu assez peu à la mode, mais qui fait que justement on l'aime. Mais je reviens sur un instant sur votre idée des générations, parce qu'effectivement c'est important. Moi je l'ai découvert comme ça, et je me souviens très bien de ce moment d'éblouissement kundérien, lorsque pour la première fois je suis en classe préparatoire, j'ouvre l'art du roman, et là, alors que j'ai dû sans doute lire des ouvrages assez soporifiques sur la chose, tout à coup, je tombe sur des pages d'une limpidité et d'une profondeur absolument merveilleuse. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit sur le roman ? Eh bien, parce qu'il est capable, notamment, et c'est ça à l'époque qui me frappe, de tirer des fils, pas seulement de parler de littérature, mais de tirer des fils extrêmement intelligents, extrêmement clairs entre tous les arts, la littérature, le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique, on y reviendra peut-être, mais il a failli être musicien, il est très musicien, Milan Kundera. Et ça, cette espèce de cadeau de fête de l'intelligence, j'avais envie, en effet, vous avez raison, de le transmettre à la génération d'après, celle qui a peut-être moins accès ou celle qui ne le connaît pas encore, de transmettre cet éblouissement. Et comme j'ai la chance de le connaître par ailleurs, eh bien je me suis dit que tiens, peut-être j'allais le faire de cette manière un peu différente que je vous décrivais tout à l'heure, qui est un peu une promenade dans sa vie et dans son œuvre, en montrant aussi, en mettant l'accent sur un aspect peut-être moins connu de Kundera, qui est le côté espiègle, le côté qui fait rire, d'où la couverture, on en parlera aussi sans doute, qui est un dessin de lui.
et où je vois une belle métaphore du travail de l'écrivain. Quelques mots de présentation pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Milan Kundera. Qui est-il, Florence Noisville ? Alors, il naît en 1929 à Brno, un nom difficilement prononçable pour nous autres Français. C'est la capitale de la Moravie, donc cette région à l'est de la Bohème. Et il naît dans une famille très cultivée, où le savoir a beaucoup d'importance et où son père est pianiste. Son père, qui s'appelle Ludwig Kundera, qui est un grand pianiste, un grand concertiste, un chambriste aussi, etc. Et qui très tôt va l'initier au secret de la musique et dans des conditions absolument merveilleuses, puisqu'il est lui-même, ce Ludwig Kundera, l'ami proche de Janáček. Janáček, le grand compositeur tchèque, qui est l'une des grandes idoles en musique de Milan Kundera, comme Bacon peut être l'une de ses grandes idoles en peinture, par exemple. Vous voyez, on rejoint déjà le côté multidimensionnel de l'homme, l'humaniste plutôt à l'ancienne, qui s'intéresse à tout, qui est capable de parler de tout. Donc il est d'abord, il grandit dans cette atmosphère-là, et il est presque destiné à être pianiste. Il apprend la composition avec un certain Pavel Haas, qui est aussi lui aussi un grand pianiste, mais qui finira à Térésine de façon tragique. Et il compose. Ses premières œuvres de création sont des compositions, des petites pièces de musique de chambre qu'un pianiste de ma connaissance m'a jouées, qui sont assez janáčekiennes, mais qui compose à 14 ans. Donc vous imaginez le génie de cet homme qui sait tout faire, et qui m'en rappelle un autre, qui est Alfred Brendel, qui lui aussi compose, joue de la musique, enfin évidemment joue et peint, c'est ça que je voulais dire, et qui lui aussi vient de Moravie, comme si cette Mitteleuropa, c'était encore une pépinière pour les gens ultra doués de cette génération. Et le destin de Kundera se confond avec cette Mitteleuropa, c'est-à-dire avec le destin tragique de cette partie de l'Europe particulièrement frappée par la guerre et par les exactions nazies, puis avec le communisme dans une forme de succession. Il y a d'ailleurs un extrait de Kundera que vous citez dans le livre du Rire et de l'oubli. En 1939, l'armée allemande est entrée en Bohème et l'État des Tchèques a cessé d'exister. En 1945, l'armée russe est entrée en Bohème et le pays s'est de nouveau appelé République indépendante. Les gens étaient enthousiasmés par la Russie qui avait chassé les Allemands, et comme ils voyaient dans le Parti communiste son bras fidèle, ils ont transféré sur lui leur sympathie. Il y a dans cet extrait de Kundera à la fois cette nostalgie, cet humour un peu absurde, ce destin tragique des pays de l'Est, et son destin à lui se confond justement avec celui de ces républiques indépendantes, comme il dit. Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est que vraiment sa vie embrasse un siècle, embrasse un siècle d'histoire. Et quand vous parliez de république indépendante et de fragilité de ces petites civilisations de l'Europe centrale, et de la menace permanente qui est pour elles et pour leur culture et pour la survie de leur culture et de leur langue, ce grand voisin soviétique ou russe avec les appétits que l'on connaît, eh bien, ça fait partie aussi des choses qui m'ont donné envie d'écrire sur lui. C'est qu'il est aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet essai « Un Occident kidnappé », mais il est aujourd'hui d'une grande actualité. Qui a été republié, effectivement, il y a peu de temps. On va écouter Kundera au sujet de l'un de ses romans les plus célèbres. C'est le premier qui a été traduit en français, La Plaisanterie, et il était interviewé sur France Culture, c'était en octobre 1968. Votre livre, qui est inscrit dans une actualité, dans une réalité politique et sociale, est en même temps un livre qui dépasse beaucoup cette réalité. Je veux dire, qui atteint une généralité, en ce sens que on pourrait en parler, au fond, comme d'une histoire qui arriverait à n'importe lequel d'entre nous. Je veux dire que l'histoire, elle est humaine, de ce Ludwig. Et finalement, ce Ludwig, est-ce qu'il est très représentatif de vous-même et des gens de votre génération? C'est un homme qui est un peu désabusé, il semble, qui recherche un contact par l'amitié, par l'amour, mais qu'au fond, qui est solitaire. Non, c'est ça, c'est vrai ça.
Je suis très heureux que vous ne voyez pas dans ce roman seulement un document historique, parce que je n'aime pas les romans qui sont seulement les documents historiques belletrisés. Je déteste cette littérature. Et je suis furieux quand quelqu'un pense que c'est un roman politique ou idéologique, comme on a écrit ici aussi. Oui, oui. Convertir. Parce qu'un roman politique, c'est pas un roman. Non, c'est une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, très bien. La voix de Milan Kundera, c'était donc sur France Culture en octobre 1968 au micro de Roger Vrigny. C'est intéressant ce qu'il dit. La plaisanterie, ça n'est pas un roman politique et pourtant ce roman commence sur une triste farce politique, une triste farce que fait la politique à l'humour. Quelques mots sur ce roman, ce qu'il raconte, Florence Noisville. Alors, il raconte un jeune homme épris de communisme, comme l'était Kundera quand il était jeune, et mais qui par farce, parce qu'il a effectivement un goût de l'espièglerie immodéré, envoie une carte postale à une jeune femme pour laquelle il soupire à l'époque, et qui, elle, adhère vraiment à l'idéal communiste, au contraire de lui, sans la moindre distance, sans le moindre humour. Et il lui note notamment sur cette carte postale: l'esprit saint pue la connerie. Vive Trotsky. Bon, malheureusement pour lui, bien sûr. C'est le mot Trotsky qui est en trou. Le mot Trotsky, mais oui, enfin l'ensemble remonte aux hautes instances du parti. Il est immédiatement exclu, banni, mis au ban du système. Il est chassé de l'université. Il perd tous les statuts qu'il peut avoir. Et puis, de fil en aiguille, il va faire un certain nombre de petits boulots, tous le plus dégradants les uns que les autres. C'est-à-dire qu'il s'enfonce dans une existence dans la relégation. atroce. Dans une existence misérable. Et puis, à un moment, il saisit une sorte de coïncidence. Vous savez, il croit beaucoup au hasard, au complot il dit que la vie est un complot de hasard. Donc, un hasard se présente à lui. Il peut se venger du type qui l'a exclu. En courtisant sa femme et en faisant de sa femme en fait un objet instrumental, l'instrument de sa vengeance. Et puis, alors là, je vous raconte pas parce que ça serait vraiment trop déflorer le nana, mais tout va de mal en pire, rien ne marche. Mais alors, c'est justement cela qui est étonnant chez Kundera. C'est encore une fois le livre qu'il a fait connaître en France. Il dit que ça n'est pas un roman politique et pourtant ce roman parle beaucoup de politique et notamment de la manière dont, vous n'êtes pas d'accord, de la manière dont les républiques indépendantes, les républiques démocratiques, bref, on comprend qu'il y avait un mot de trop à l'époque, broyaient les êtres humains et comment quelque chose d'aussi humain que l'humour pouvait être banni, tandis que la seule chose finalement qui protège le peu d'humanité qui demeure, c'est l'amour, puisque finalement l'amour est une sphère qui occupe la première place dans nombre de romans de Kundera. Mais l'amour qui peut être risible aussi. Et je crois que ça, il faut le développer. Je crois que vous voulez parler de risible amour, Florence Noisville. Oui, mais quand je vous disais que la vie est un complot de hasard, une série d'accidents, c'est aussi ça que j'ai voulu mettre en œuvre à la relecture, mettre en lumière à la relecture de son œuvre. Vous savez, il y a un proverbe yiddish qu'il cite souvent et que je trouve magnifique, c'est « l'homme pense, Dieu rit ». Donc, quelles que soient les constructions que l'homme échafaude, de toute façon, comme dans la plaisanterie, tout s'écroule. Et tout se finit en plaisanterie, justement. Donc, c'est l'idée qu'on ne peut se rattacher à rien parce que tout le roman, toute sa démarche romanesque consiste, dit-il aussi, à voir jusqu'au fond de tous les leurres. Donc, à déconstruire les mensonges, les rêves, les utopies, voilà. Donc, si on ne peut se rattacher à rien, et François Ricard dit ça aussi, c'est le roman de la dévastation, Kundera. Ni à Dieu, ni à diable, ni à Marx, ni aux amours qui sont parfois risibles, eh bien, il faut transformer ce désespoir en légèreté. Rien n'a de sens, rions, et de l'absurde, faisons quelque chose de léger, d'amusant, du beau, une fête. Rappelez-vous son dernier livre qui s'appelle « La fête de l'insignifiance ». Donc on passe de la plaisanterie à la fête de l'insignifiance. C'est vraiment une œuvre sous le signe
du désespoir transformé en sourire. Alors, et c'est ça, mais j'insiste parce que c'est ça qui est important pour aujourd'hui, pour cette jeune génération, du désespoir transformé en art, d'être léger. Vous voyez, on rejoint complètement le XVIIIe siècle. Justement parce que lorsqu'on évoque l'amour, vous parliez de risible amour, lorsqu'on évoque aussi la place qu'occupe la chair, car c'est une place extrêmement importante dans la plupart des romans de Kundera, la plaisanterie, la vie est ailleurs. Il y a cet extrait que j'aimerais vous lire, Florence Noisville, dans La plaisanterie, et qui est important aussi pour voir l'image de Kundera, et notamment son rapport aux femmes. C'est un homme qui dit combien de fois ces dernières années des femmes de toutes sortes m'ont reproché ma suffisance. C'est un non-sens, je ne suis pas suffisant, mais à vrai dire, je suis moi-même navré d'être incapable, dans mon âge adulte, de trouver le rapport véritable à l'égard d'une femme, de n'en avoir, comme on dit, aimé aucune. Je ne suis pas sûr de connaître les causes de cet échec. On voit en tout cas qu'il y a chez Kundera à la fois un rapport aux femmes, une représentation de l'amour, de l'amour sensuel, de l'amour physique, avec une vision effectivement assez pessimiste. Alors, pardon je voudrais pas, mais il faut pas quand même confondre l'auteur et le narrateur. Ça, il fait parler l'un de ses personnages. Mais en effet, pendant que je travaillais sur ce livre, les amis IES m'ont dit oui, j'adore Kundera, c'est un immense écrivain, c'est l'un des plus grands du XXe siècle. Mais parfois, je trouve qu'il ne ménage pas beaucoup ses personnages féminins. Alors, il peut être cru, comme l'est par exemple la peinture de Bacon. Mais c'est simplement pour nous dire qu'en matière de travers, de bassesse, de névrose, eh bien, les femmes n'ont rien à envier aux hommes, et je ne crois pas que ce soit là un scoop. Mais j'ai quand même relu très attentivement un certain nombre tous ces romans, et j'ai trouvé un certain nombre de très beaux personnages féminins qui me conduisent à dire que en aucun cas on ne pourrait taxer Kundera de misogynie. Alain Finkielkraut, dans votre livre, Florence Noisville, Milan Kundera, écrire quelle drôle d'idée, explique que cela lui a coûté le prix Nobel. Oui, alors d'abord, je voulais simplement terminer en disant qu'il y a un certain nombre de très beaux personnages féminins. Il y a celui de Lucie dans La plaisanterie, il y a celui de la fiancée rousse dans La vie est ailleurs, avec un moment de tendresse et de grâce absolument merveilleux. Il y a celui de Teresa dans L'insoutenable légèreté de l'être, rappelez-vous. Puis il y a celui de la Franck, qui a une espèce de force de caractère et peut-être qui résume tout dans La fête de l'insignifiance, et où moi je vois derrière le personnage de son épouse Vera. Donc il y a les deux, il tient toujours les deux, le côté libertinage léger 18e siècle, et puis le côté tendresse, compassion, et il dit d'ailleurs que la compassion est le plus beau des sentiments. Et Alain Finkielkraut, je veux dire, ce qu'il disait sur le fait que tout cela lui a coûté le prix Nobel. Peut-être que c'est l'un des éléments. Vous savez, Kundera, comme tous les génies, va à rebrousse-poil des idées dominantes et ne mâche pas ses mots. Je voudrais par exemple vous lire 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Ce qu'il dit sur la jeunesse, pour montrer à quel point il peut aller à rebours des idées dominantes. La jeunesse est horrible. C'est une scène. Voilà, on va s'arrêter là devant Cyril Ardon. Non, continuez un peu. C'est une scène où, dans les costumes les plus variés, des enfants s'agitent et profèrent des formules apprises qu'ils comprennent à moitié et auxquelles ils tiennent fanatiquement. L'histoire aussi est horrible, qui sert si souvent de terrain de jeu aux immatures, terrain de jeu pour un Néron jeunot, pour un Bonaparte jeunot, pour les foules électrisées d'enfants dont les passions imitées et les rôles simplistes se transfigurent en une réalité catastrophiquement réelle. Merci. Florence Noisville, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous publiez Milan Kundera, écrire. Quelle drôle d'idée. Vous serez rejointe par un autre écrivain, Christian Salmon, 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et on en parle avec vous, Florence Noisville. Vous publiez Milan Kundera, écrire. Quelle drôle d'idée, où vous rassemblez des fragments de vie de Kundera, fragments de propos échangés avec des personnes évoquant Kundera, vos réflexions sur Kundera, également des citations venant de ses livres et de ses romans. Pour parler du grand écrivain, nous recevons également Christian Salmon. Bonjour.
Dans l'art du silence, un livre pour lequel je vous avais reçu, publié aux éditions des Liens qui libèrent. Vous avez évoqué notamment Kundera parmi d'autres romanciers, mais celui-ci, vous l'avez particulièrement bien connu parce que vous étiez alors journaliste, je crois, à Libération. Vous l'avez interviewé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une histoire tout à fait kundérienne, parce que c'est une succession de hasards. Vous citiez cette phrase sur le fait que la vie est une improvisation permanente. En fait, c'est Blandine Janson qui s'occupait des pages centrales de Libération à l'époque, qui m'avait dit, alors... qu'est-ce que tu nous proposes pour les pages centrales? Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, je n'avais pas lu Kundera. J'avais juste reçu un émigré tchèque, canadien tchèque, qui venait avec sa famille, à qui j'avais sous-loué mon appartement, et qui m'avait dit, en regardant ma bibliothèque, tu n'as pas les livres de Kundera, il faut absolument que tu les... Et quelques jours après, Blandine me demande un sujet, et je lui dis, je pourrais faire un entretien avec l'inconscience de la jeunesse, je pourrais faire un entretien avec Milan Kundera. Elle me regarde éberluée, elle me dit « Tu peux ?» Parce que moi, ça fait des années que je veux faire une interview de Kundera. Il refuse absolument tous les entretiens. Je suis rentré chez moi, un peu accablé, parce que je me disais « j'aurais jamais... je me suis vanté inutilement. » Et j'appelle Gallimard, l'attaché de presse de Kundera, en lui proposant une double page dans Libé. Et quelques minutes après, je reçois un coup de téléphone. Allô, ici c'est Vera Kundera, rendez-vous dimanche. Et donc j'ai dû lire tout ce qui était publié en français de Kundera en quelques jours. Et me voilà devant lui avec ce savoir un peu chaotique et précaire, en train de poser des questions très générales, comme les mauvais journalistes ou les apprentis journalistes. Et la surprise, c'est que Milan m'a gardé en fait tout l'après-midi. On a bu beaucoup de whisky. Et, je l'ai quitté à la nuit tombée. Et cet entretien est paru quelques jours après dans Libération. Ça s'appelle le piège du paradoxe terminal. A attiré l'attention du correspondant à Paris de la Paris Review de New York, qui est une revue célèbre qui interviewe les grands écrivains. Sous un même titre, Writer at Work, les écrivains au travail, et qui nous a proposé d'en faire une version plus longue. En fait, on n'a pas fait une version plus longue, on a fait un nouvel entretien qui nous a pris des mois. Et là, c'était plus un entretien à bâton rompu avec un magnéto, mais c'était une machine, un cutter, de la colle. Et ça a tellement bien fonctionné entre nous que Milan a voulu faire un deuxième entretien qui est paru dans la Lettre internationale. Et puis, chemin faisant, tout ça s'est étalé sur plus d'une année. On est devenus amis, enfin, on se voyait une fois par semaine. Et à la fin, il m'a dit un jour, mais pourquoi tu ne viens pas travailler avec moi à l'école de hautes études? Voilà, je suis devenu son assistant. Et donc, je l'ai connu de manière assez intime et proche pendant les années 80. Des années qui sont clés pour comprendre et contextualiser Kundera, puisque c'est le moment où il publie L'insoutenable légèreté de l'être, succès mondial. C'est le moment où il publie L'art du roman, parce que ces deux entretiens sont devenus une partie de l'essai de l'art du roman. On écoute justement au début des années 80 Milan Kundera. À l'époque, il mettait en scène Jacques et son maître au théâtre d'après Diderot. Il évoquait son attachement pour l'Europe suite à son exil. Pourquoi un écrivain tchèque comme vous, est tellement attaché à quelque chose de spécifiquement français, comme le siècle des Lumières, comme Diderot? Qu'est-ce que ça vous apprend? Pourquoi Diderot? Ce n'est pas seulement spécifiquement français, c'est spécifiquement européen. Et vous savez, il faut comprendre qu'est-ce que c'était vraiment, dans son sens le plus profond, l'invasion russe en Tchécoslovaquie. C'était le fait qu'on a arraché définitivement et brutalement un petit pays occidental à l'Occident et on l'a incorporé dans une civilisation russe. Et à ce moment-là, cette nostalgie de l'Occident était quelque chose de la plus naturelle. Si je dis la nostalgie de l'Occident, je risque d'être mal compris parce que pour vous, l'Occident, c'est la société de consommation, c'est le régime qui existe aujourd'hui. Pour moi, l'Occident, c'est la
l'histoire occidentale, la culture occidentale. Et j'ai pour moi cette culture occidentale dont on a été arraché, auquel on a été arraché, était concentrée, incarnée dans ce merveilleux roman de Diderot qui s'appelle Jacques le Fataliste et qui est, me semble-t-il, très sous-estimé, bizarrement, en France. Oui. La voix de Milan Kundera, c'était en 1981. Commentaire, Florence Noiville. Eh ben, cette idée que l'Europe centrale a été arrachée à l'Occident d'une certaine façon au moment de l'invasion russe, elle est reprise dans Un Occident kidnappé qui décrit bien la tragédie de l'Europe centrale, qu'il voit effectivement comme s'inscrivant dans l'histoire de l'Europe en général. Il parle de Diderot, de Laurence Sterne, il a un amour pour Rabelais, mais il est celui qui aura pour nous insister très fortement sur l'apport de l'Europe centrale à l'héritage européen en général, c'est-à-dire tous ces pays qui sont le berceau de la psychanalyse, du structuralisme, de la musique dodécaphonique et bien sûr, ce qu'il aime avant tout, une esthétique romanesque d'Europe centrale qui va de Kafka, où Kafka est central, où Musil est central, où Gombrowicz est central, où Broch, etc., etc. Et ça, il le développe beaucoup, cet art du roman, et il en fait, et je trouve que c'est là-dessus qu'il faut insister, c'est ce qu'il a lui-même apporté, cet écrivain d'origine Europe centrale, au roman, c'est-à-dire un art du roman dont les tentacules vont absolument partout, et qui comprend tout, de l'essai, de la poésie, du passé, du présent, il a appelé ça l'archiroman. Alors, je ne sais pas si c'est de lui, Christian Salmon le sait peut-être, ce mot d'archiroman, mais en tout cas, c'est une espèce de démarche pour faire de l'espace romanesque un espace d'expérimentation. Il appelle ses personnages des égaux expérimentaux. Il les plonge dans une situation donnée et il voit comment ils réagissent. Et tout ça n'est pas un instrument gratuit, c'est pas du tout pour s'amuser sur une forme gratuitement, c'est pour faire du roman un instrument de connaissance de soi, un instrument de connaissance de l'humain qui dévoile, au sens de soulever le voile, vraiment un aspect de la nature humaine qui jusque-là était demeuré invisible. Et c'est pour ça qu'il dépasse largement toutes les réductions politiques et qu'il est parfaitement universel. Christian Salmon, alors c'est un romancier théoricien du roman qui évoque des thèmes politiques, puisqu'il y a en arrière-fond une évocation de la politique, mais qui a un rapport compliqué à la politique. C'est-à-dire le problème, c'est que Milan a dû, à partir de son exil en France, constamment lutter contre la réduction à la politique. Il a été, j'allais dire caricaturé, il a été en tout cas réduit à la figure de l'écrivain dissident, c'est-à-dire une forme d'opposition au communisme qui était représentée dans ces années-là. Mais ce n'est pas indigne d'être un écrivain dissident, Christian Salmon. C'est-à-dire que lui a toujours défendu, et de plus en plus, la position, je dirais, la politique du roman, c'est-à-dire une intervention dans les affaires publiques qui ne s'inspire pas d'une idéologie, quelle qu'elle soit, mais plutôt vous parliez de l'art de la connaissance, hein, on pourrait dire aussi de la sagesse du roman. Cette sagesse du roman, on ne peut pas la réduire non plus à une forme de relativisme, ce qu'on a fait souvent, mais vraiment à un projet, je dirais, phénoménologique. D'ailleurs, dans les entretiens que nous avions avec lui dans l'art du roman, je lui suggère cette définition. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le roman phénoménologique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, précisément ce que vous disiez à l'instant, Florence. Cette sagesse du roman, c'est lui qui... Oui, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le roman n'est pas, en tout cas selon sa conception, n'est pas une exploration de la psychologie des personnages, encore moins un art engagé au service de la politique ou de l'idéologie, mais une exploration de la situation dans laquelle se trouvent les humains en construisant, c'est cette idée d'égo expérimental qui est très importante, en construisant des sortes de processus d'expérimentation, un peu comme la science expérimentale le fait, en plongeant
ces variables romanesques, ces égos expérimentaux dans des situations existentielles. Ce qui veut dire, Florence Noisville, que dans les romans de Kundera, il est question de situations de la vie, à la fois dans sa banalité, dans son tragique, l'amour, les tromperies, quitter, retrouver, des situations assez simples qui sont testées par l'écriture. Comment le diriez-vous? Eh bien, je le dirais de façon très simple, parce qu'il l'a dit lui-même, avec cette phrase dans l'art du roman que je trouve savoureuse et qui résume bien la réduction contre laquelle il a bataillé toute sa vie et dont il est encore parfois l'objet aujourd'hui. C'est un gros malentendu. On lui demande « Vous êtes communiste, monsieur Kundera ?» Réponse « Non, je suis romancier. » « Vous êtes dissident ?» « Non, je suis romancier. » « Vous êtes de gauche ou de droite ?» Ni l'un ni l'autre, je suis romancier. Voilà, tout est comme ça. Le roman, c'est effectivement la chose prééminente, ultime. Et pourquoi, encore une fois, pas pour une raison gratuite, mais parce que le roman, c'est le lieu de la complexité, de la nuance, de l'ambiguïté fondamentale de nos conditions humaines. Et je dirais qu'aujourd'hui, la complexité et l'art de la nuance, c'est une chose dont on a peut-être un petit peu besoin, d'où l'urgence et la nécessité d'aller le relire vite. Christian Salmon. Oui, absolument. Moi, ce qui me frappe, c'était, vous faisiez allusion à l'article que j'ai écrit dans le livre L'art du silence, s'intitulait au départ « Comment le monde est devenu kundérien ». C'est-à-dire que cet art romanesque, cet art de la connaissance, non seulement préfigure le monde en devenir, mais il va souligner les différents problèmes, les différents paradoxes. C'est un terme très fréquent chez Kundera. Par exemple, le paradoxe du progrès, hein, c'est-à-dire Kundera dit depuis 2 siècles l'humanité a cru dans cette notion du progrès, et ce progrès a abouti à une sorte de guerre permanente, non pas l'unification des peuples comme on le croyait, à la destruction de la nature, à la destruction du monde, des thématiques qui sont centrales aujourd'hui. Et la question qu'on peut poser, la question que pose implicitement Kundera, c'est lorsque l'accomplissement de l'humanité se transforme en une dévoration, en une destruction, qu'est-ce qu'il reste de la beauté? Où est la beauté? Et la réponse de Kundera, qui est un peu passée inaperçue, c'est la beauté est dans les choses inaccomplies. C'est-à-dire dans l'amour non dit, dans l'humilité d'un personnage, dans le fait que l'inaccompli, d'une certaine manière, est le refuge de la beauté. On écoute à nouveau la voix de Kundera. C'était en 1979, à l'occasion de la sortie de son livre, le livre du rire et de l'oubli. Il évoquait la situation de la Tchécoslovaquie. C'était au journal télévisé d'Antenne 2. L'oubli, c'est une grande énergie, disons négative, qui est capable d'absorber et dévorer tout. Et aujourd'hui, il y a des pouvoirs qui savent utiliser cette énergie négative et qui organisent l'oubli. Naturellement, je laissais beaucoup de choses. Je laissais mes amis, je laissais le paysage auquel je suis très attaché, dans lequel je suis enraciné. Je rêve presque chaque nuit le paysage de ma patrie, mais je crois que cette émigration ne signifie pas pour moi l'oubli, au contraire. Vous ne pouvez pas y retourner? Ce serait assez difficile. Un écrivain en exil. Alors, il faut parler des langues. Il y a peu d'exemples comme cela. Kundera s'est mis à écrire en français, comme Sioran l'avait fait, pour reprendre un autre exemple, un autre trajet de la Mittel Europa. Et il écrit en français à partir de quand? Comment ça se passe, Florence Noisville? Il écrit en français à partir de 1993. Il écrit d'abord les Testaments trahis. Et effectivement, c'est un défi de taille, vous l'avez dit. Sioran, mais aussi Conrad, Ionesco, Nabokov, il y en a, mais c'est une poignée qui change de langue. Et quel défi, c'est vraiment, pour un romancier, changer de matière première, changer de... Mais alors justement, vous qui l'avez lu attentivement, qu'est-ce qui se passe dans son écriture lorsqu'il change de langue? Qu'est-ce que ça change, si j'ose dire? Eh bien, moi je trouve que... Alors on a beaucoup
opposer les deux Kundera, le tchèque et le français. En réalité, moi, je trouve qu'il y a un merveilleux continuum, notamment dans les thèmes. Et dans ce thème, j'y reviens un petit peu, que vous évoquiez, Christian Salmon, ce thème de la modestie, en effet, de l'inaccompli, de l'insignifiant. Et de l'idée qu'on peut trouver une philosophie de vie, une force vitale dans la fête de l'insignifiance. On s'en accommode, on prend acte. Vous savez, il y a cette phrase de Ionesco, je ne sais pas si elle est apocryphe ou pas, il disait « Dieu est mort, Marx est mort, et moi je ne vais pas très bien ». Eh bien, Kundera lui dit « D'accord, Dieu est mort, Marx est mort, etc. etc. Mais moi je vais bien parce que je décide de faire de ce vide, de ce non-sens, de cette insignifiance, une forme de légèreté, de beauté, de gaieté. Alors justement, le livre du rire et de l'oubli, Christian Salmon, est très représentatif de cela. C'est un livre particulièrement brillant, à la fois léger, drôle, profond. C'est une drôle de chose, si vous pouviez dire quelques mots au sujet de ce livre. Si vous permettez, je voudrais revenir sur le passage au français, parce que c'est un moment de la création kundérienne capital. Cette question du passage au français, de l'écriture en français, en fait, il se l'est posé très tôt. Au début des années 80, je me rappelle, on avait des discussions là-dessus, et je me rappelle un jour d'une discussion dans laquelle il s'est tourné vers Vera en disant bah, « Tu vois, en m'écoutant, je pourrais jamais posséder le vocabulaire en français tel que les Français le pratiquent. » Et je lui avais dit, mais non, j'avais pris l'exemple de Beckett qui avait inventé justement à partir de sa méconnaissance partielle du français, avait bâti une esthétique. Et on avait à ce moment-là inventé ce néologisme de se beckettiser. Se beckettiser, c'était à la fois trouver une langue propre à la méconnaissance de la langue, mais c'était aussi se retirer, on en parlera peut-être tout à l'heure, se retirer des médias, puisque c'est à ce moment-là qu'il est assailli par des demandes d'interview absolument vertigineuses. Et en fait, le moment du passage au français, c'est dans l'art du roman, parce que c'est l'art du roman qu'il écrit en français, le premier livre qu'il écrit en français, et c'est pour ça que j'ai collaboré non seulement aux 2 entretiens, mais à la relecture et à l'édition de l'ensemble du livre. Et c'était à la fois une expérience très intéressante de voir la manière dont un écrivain, pour la première fois, s'empare d'une langue. Alors, c'était pas un roman, c'était un essai, mais j'étais frappé de voir l'intuition qu'il avait de la langue, en fait. C'est peut-être pas la pratique, il la dominait pas, mais il avait une intuition formidable de la langue. Il y a chez lui, oui, un désir et une fascination pour la langue française, et il y a un passage absolument savoureux qui montre d'ailleurs son humour et son espièglerie, dont je reviens toujours là-dessus, parce que je trouve que c'est très important. Il dit « Je m'imagine dans mes rapports avec la langue française comme un garçon de 14 ans avec Greta Garbo. Il vient la voir chez elle et lui confesse son indomptable désir. Amusée, elle regarde le pauvre Mouflet et éclate de rire. « Toi ? Oh non, non, vraiment pas. » Mais évidemment, le refus intensifie l'amour, comme d'habitude, et moins la langue française m'aime, et plus elle me passionne, dit-il. Et en fait, Greta l'aime, mais elle l'aime en l'accueillant, en lui permettant des petits néologismes par-ci. C'est une langue étonnante, avec des libertés nouvelles qu'il prend, des audaces verbales, et c'est tout ça qui fait, bien sûr, de sa prose un régal. Christian Salmon, si vous deviez conseiller un livre de Kundera à un auditeur qui aurait la chance de ne pas en avoir encore lu, par où entrer dans l'œuvre de Kundera? Si vous me permettez, j'en conseillerais 2. Et ces 2 me sont suggérés par Vera Kundera, qui me disait il y a encore quelques jours que 2 livres de Kundera étaient best-sellers en Chine aujourd'hui, je veux dire des millions de lecteurs. L'insoutenable légèreté, bien sûr, en premier, et chose surprenante, en second, l'art du roman. Et elle ajoutait, tu vois, les Chinois, quand ils veulent comprendre l'Europe, ils lisent l'art du roman.
Donc ces deux livres, à mon avis, sont deux moyens de rentrer dans l'univers de Kundera. Florence Noisville. J'allais dire les deux mêmes choses, donc on m'a coupé l'arbre sous le pied. Mais je dirais aussi... Bon, il y a d'autres. Alors, il y a Non, La mais il vie y en a- est ailleurs. La mais- vie est ailleurs. Et par exemple, ils un sont- livre où la sensualité est particulièrement présente, c'est probablement le livre le plus fascinant de Kundera sur l'amour. Le livre du rire et de l'oubli est un livre fait de variations où il montre une maîtrise absolue dans la construction de l'ouvrage. La construction musicale, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est mais quelque chose de effectivement, particulièrement étonnant, le livre du rire et de l'oubli. Oui, il disait toujours que sa première idée pour un livre, elle était rythmique. Et on disait au tout début de l'émission que son père était pianiste, qu'il avait failli être pianiste. Et la musique, la mélodie kundérienne, tous les livres sont construits un peu comme des sonates ou des fugues ou des suites de variations. Ça, c'est absolument fascinant. Et il y a une chose, peut-être, ça n'est pas un livre, mais il faut juste insister un tout petit peu. J'en mets beaucoup dans le livre. Et Dieu sait s'il m'en a fait, s'il nous en a fait des dessins. C'est l'œuvre picturale de Kundera qui était montrée de façon très intéressante au centre tchèque rue Bonaparte il n'y a pas très longtemps, qui montre des hommes tordus et distordus et rigolards, où l'influence du surréalisme est importante, et qui résume aussi assez bien sa philosophie de Ça ressemble fête, un peu de légèreté. au Diable de Malraux, un autre écrivain qui dessinait comme cela. Merci Florence Noisville. Milan Kundera, Écrire, quelle drôle d'idée. C'est publié aux éditions Gallimard. Christian Salmon, L'art du silence, aux éditions des Liens qui libèrent. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.